Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Donc, on est en début d'année et comme chaque début d'année, on se fait des projections économiques pour savoir comment va se passer 2023. Surtout que là, on démarre quand même avec une année plus que compliquée, une année 2022 où on a une récession, où on a vu une inflation terrible et où finalement tous les signaux sont au rouge. Et donc, pour parler d'où on va aller en 2023 d'un point de vue économique, j'ai demandé à Marc Toiti d'être mon premier invité de l'année pour qu'on puisse en parler. Marc Toiti, bonjour. Bonjour François-Xavier, bonne année, hein, excellente année à toutes et à tous, et voilà, parce que c'est vrai il va nous falloir des bons vœux, parce qu'on a une année un petit peu compliquée qui s'annonce, mais enfin bon, vous voyez, les marchés sont en train d'exploser à la hausse, les marchés boursiers, donc on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais bon, il faut quand même rester extrêmement prudent, hein, bien sûr, toujours optimiste, mais réaliste, je pense que c'est le vrai enjeu pour 2023. Alors, on va commencer peut-être avec la question, je pense que tout le monde se pose, c'est l'inflation, parce que tout le monde a constaté la hausse des prix. Alors, d'après l'INSEE, on est aux alentours de 6% sur la France, mais dans les supermarchés, on voit que c'est pas du tout la même chose. Les prix de l'alimentaire ont complètement explosé. Donc, pour vous, où est-ce qu'on va avec cette inflation? Est-ce qu'on va la connaître toute l'année? Est-ce qu'on va encore battre des records Alors, il va y avoir une année. Il va y avoir une année en deux temps normalement si tout se passe bien. Hein. Enfin voilà, tout le problème est là, c'est que on a aujourd'hui effectivement un effet d'optique. Hein. Vous l'avez vu, l'inflation, je rappelle, c'est quoi en fait? C'est la variation annuelle des prix à la consommation et c'est en fonction du panier moyen de la ménagère, comme on le dit. Donc c'est-à-dire bien entendu, on intègre bien sûr les biens alimentaires, puis on intègre également les télévisions, les services divers et variés. Donc c'est vrai que comme c'est une moyenne pondérée entre guillemets, on voit pas forcément la vraie inflation. Donc, comme la météo, si vous voulez, il y a une différence entre l'inflation affichée et l'inflation ressentie. Donc c'est pareil pour les températures. Donc là aujourd'hui c'est sûr que si on regarde l'inflation de l'INSEE, on est autour des 6%. Aux normes européennes, on est autour des 7%. Mais ça encore une fois, c'est l'inflation officielle en moyenne. Par contre, c'est sûr que pour beaucoup de ménages, pour qui la part de l'alimentaire et de l'énergie est plus élevée que pour d'autres, notamment les ménages modestes, l'inflation est déjà effectivement à 12%. Donc là, c'est tout le problème, c'est que les prix qui augmentent le plus, ce sont les biens du quotidien. Donc quand on va faire ses courses, effectivement, on voit bien que c'est pas 6% d'inflation, c'est plutôt 12, 15, 20, ça dépend les produits qu'on achète. Et donc c'est vrai que ça a complètement dérapé. Là aussi, je vous rappelle qu'on a laissé filer l'inflation. On va pas refaire l'histoire, mais on en a déjà parlé d'ailleurs avec vous sur votre chaîne, et puis j'en parle également sur la mienne. Mais c'est vrai que globalement, on a une inflation aujourd'hui qui est née dès 2021 à cause d'une trop grande injection de liquidités, ce qu'on appelle la planche à billets, plus la dette publique. Donc là, c'est la règle de base de l'économie. On a créé trop de demandes par rapport à l'offre, donc les prix ont commencé à augmenter. Après arrive la guerre en Ukraine. Là, bien sûr, ça a mis de l'huile sur le feu parce que on est devenu trop dépendant au niveau mondial des exportations en matières premières russes notamment. Et ensuite, maintenant, ça c'est l'effet de troisième tour, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quand même nouveau. C'est-à-dire que l'inflation est en train de se généraliser. C'est-à-dire que pendant pas mal de mois, on a une inflation qui a été quand même très concentrée sur l'énergie et les produits alimentaires. Donc c'est pourquoi pour beaucoup de ménages modestes, je l'évoquais tout à l'heure, c'est plutôt 12% d'inflation. Par contre là, la nouveauté, depuis quelques mois, hein, ça commence. Je m'y attendais, on s'y attendait bien sûr, mais c'est en train de se généraliser. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui n'est plus seulement limitée à l'énergie et à l'alimentaire, mais qui, encore une fois, concerne tous les biens et services. Parce que bien entendu, les entreprises, elles répercutent la hausse de leurs coûts sur les prix de vente. Donc il se passe quelque chose en début 2023, c'est que jusqu'à la fin 2022, beaucoup d'entreprises négocient leurs tarifs, notamment énergétiques, à l'année. Donc c'est-à-dire que jusqu'à la fin 2022, on avait encore les tarifs énergétiques de 2021. Et qu'à partir donc, du début 2023, eh bien là, on a les tarifs de 2022, où justement, ça a complètement flambé. Donc c'est pourquoi il y a cet impact qui arrive pour le début 2023. Donc on n'a pas encore les chiffres. Pour l'instant, on s'arrête à décembre 2022. On n'a pas encore les chiffres de janvier, c'est normal, le mois n'est pas terminé, bien entendu. Mais il faut s'attendre à un nouveau rebond de l'inflation début donc 2023, ce qui fait que là, on va avoir une inflation qui va atteindre encore une fois des sommets, que ce soit en Europe, que ce soit en France. On ne battra pas les records de 14,5% qu'on a eu en 1982 en France, mais on a quand même des niveaux extrêmement élevés. Et alors après, voilà, tout le problème, c'est l'après. Parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, on a eu des bonnes nouvelles, notamment sur les prix du gaz.
qui avait fortement baissé. Là, ça va arriver sur les prix à la consommation donc pour les prochains mois. Mais on voit qu'il y a d'autres prix, par exemple les prix du pétrole, qui eux ne baissent plus. Là, on se stabilise autour des 82-83 dollars le baril au niveau mondial. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'emballer en se disant, ça y est, l'inflation va repartir à la baisse. Par contre, le drame, c'est que, pourquoi j'annonce effectivement une inflation qui va baisser? Alors attention, hein, l'inflation qui baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir au niveau des prix d'avant la crise. Ça veut simplement dire que les prix augmentent moins vite, ce qu'on appelle la désinflation. Donc, le vrai enjeu, c'est que malheureusement, on a une récession aujourd'hui qui est en train de s'installer au niveau mondial. Donc là, c'est l'effet inverse que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la demande va passer sous l'offre, et donc là, les prix, effectivement, vont mécaniquement baisser. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si l'inflation baisse, c'est aussi parce qu'on a une récession. Donc, c'est là qu'est le drame. Maintenant, il faut être aussi complètement honnête. Il y a toujours des risques sur l'inflation. J'ai fait donc deux types de scénarios. On peut avoir normalement, l'inflation va baisser progressivement sur l'année 2023, mais on a également des scénarios où malheureusement l'inflation ne baisse pas autant qu'on peut l'imaginer, donc ce qui va aggraver la situation de récession. Donc c'est vrai qu'il faut s'habituer malheureusement, je ne veux pas encore une fois dramatiser, mais il faut s'habituer à une inflation qui va rester durablement élevée. Voilà, c'est-à-dire l'inflation à 0,1% qu'on a eu pendant 20 ans, ça c'est fini malheureusement aujourd'hui. On va rester sur une inflation qui va donc demeurer forte. Et donc à partir de là, c'est que si les salaires n'augmentent pas à l'aune des prix, il y aura beaucoup de ménages qui malheureusement vont souffrir avec, évidemment, c'est le grand drame, c'est ce qu'on va en parler je pense, hein, c'est que la classe moyenne est en train évidemment de s'appauvrir, d'où les risques sociaux et sociétaux qu'on peut avoir en France. D'accord. Et alors, donc vous parliez d'une récession. Ça, on a commencé à la vivre maintenant. Mais si on a une inflation qui diminue à partir du deuxième semestre, on peut espérer repartir. C'est-à-dire avoir à ce moment-là une croissance qui revienne, même si évidemment on ne va pas passer d'une récession à 4% de croissance, mais repartir en tout cas dans le bon chemin, non? Alors voilà, on l'espère tous, effectivement, c'est-à-dire que globalement, c'est pourquoi les marchés s'emballent, là, ils se disent ça y est, c'est fini, l'inflation va repartir à la baisse, on va arrêter de monter les taux d'intérêt, la croissance va redémarrer au second semestre, donc ils tablent un petit peu sur ça. Ça reste quand même de l'espoir pour l'instant, c'est pas encore sûr, bien entendu, mais c'est vrai que si on fait un scénario, on va dire, assez, on va dire, probable, mais qui est pas complètement certain, c'est vrai qu'enfin, encore une fois, on a une année en deux temps, entre guillemets. Voilà, on a la récession. Elle a commencé au quatrième trimestre 2022, elle se poursuit au premier trimestre 2023, et après, comme effectivement les prix vont commencer à partir à la baisse, à partir du second semestre, ça va mieux. Et puis surtout, normalement, les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter. Encore une fois, j'ai dit normalement, parce que c'est ça le problème, c'est que on a ce sentiment que mécaniquement l'inflation va baisser, donc on va arrêter de monter les taux d'intérêt. Seulement, attention, il y a les taux d'intérêt des banques centrales, où là évidemment ils vont encore augmenter au début d'année, puis après ils vont se calmer. Il y a surtout les taux d'intérêt des dettes publiques. Et c'est ça aujourd'hui qui est complètement oublié par les investisseurs, par les marchés financiers, où on se dit finalement les taux d'intérêt des obligations d'État vont baisser. Oui, parce qu'il y a moins de croissance, il y a moins d'inflation, donc tout va bien. Attention, c'est-à-dire que c'est vrai que les taux d'intérêt des obligations d'État dépendent de trois choses. Ils dépendent donc de la croissance, donc là il n'y en a pas beaucoup, de l'inflation, donc elle va baisser, mais aussi de la dette publique et de la capacité des États à réduire cette dette publique. Et donc là, on oublie une chose, c'est que les dettes publiques sont toujours énormément élevées et continuent d'augmenter. Le quoi qu'il en coûte, il continue. Sauf qu'avant, il coûtait rien, parce que le taux d'intérêt était à 0, alors que maintenant, le taux d'intérêt des dettes publiques, ils ont fortement augmenté. En France, on est autour des 3%, donc ça veut dire que ça va nous coûter extrêmement cher. Et parallèlement, il y a toujours la zone euro qui malheureusement est encore en danger, c'est-à-dire que on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il y a encore beaucoup de dangers politiques, géopolitiques au sein même de la zone euro, notamment avec les Allemands, on pourra en parler tout à l'heure. Donc ce qui fait que là aussi, les taux d'intérêt peuvent continuer d'augmenter. Donc ce qui pourrait casser encore plus la croissance, et donc le redémarrage, je pense qu'il aura lieu quand même au second semestre, mais il pourrait être beaucoup plus lent qu'on peut l'imaginer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, normalement, on a ce scénario où fin 2023 ça va mieux, et puis 2024 ça va même, on va dire, assez bien, va-t-on dire, mais d'ici là, il y a beaucoup de dangers. Oui, par exemple, nous en France, là, il y a maintenant le danger des grèves qui sont en train de revenir, entre guillemets, alors on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça pourrait déraper. Je faisais une petite simulation, là, un jour de grève dure, c'est-à-dire où on ferme le pays, ça coûte 2 milliards d'euros.
Oui, c'est pas rien. Alors après, évidemment, si la grève perdure, alors là, ça peut coûter extrêmement cher, et a fortiori si le gouvernement revient en arrière, etc. Bon, le pire, c'est qu'en plus, c'est une réforme à minima, la réforme des retraites. Dans quelques années, il faudra faire une nouvelle réforme, parce que bon, on a un bouclage macroéconomique qui est très optimiste sur les retraites. Et donc, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je crois que j'en suis à ma 6e réforme des retraites. À chaque fois, on lui dit, bon, c'est bon, c'est la dernière. Alors là, on est tranquille pour 30 ans. Mais non, parce qu'à chaque fois, on prend des hypothèses économiques fausses. Hein, on dit, bah, on va avoir 2,5% de croissance, taux de chômage à 5% en France. Évidemment, c'est pas possible. Hein, on le rêve, bien sûr. Enfin, encore une fois, il faut être réaliste. Hein. Et donc, ce qui veut dire que bah, on est à chaque fois déçu. Donc, il faut constamment refaire une autre réforme des retraites parce qu'on n'a pas fait le travail. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours en danger. Et en plus de cela, on va maintenant, certainement, je pense, avoir des grèves. Et là, on a des risques sociaux, sociétaux qui sont assez forts. Vous voyez, il y a un indicateur très intéressant que j'expliquais dans ma dernière vidéo YouTube. Hein. Bon, on est complémentaires, hein, pas concurrents, hein, vous et moi, bien sûr. Hein. Mais où c'est vrai qu'on a parlé, vous savez, pendant la Coupe du Monde, là, de l'effet Coupe du Monde. Bon. Et donc, en disant ça va, alors la confiance va augmenter, ça va être formidable, etc. Bon. Alors donc, la dernière enquête de l'INSEE, de confiance des ménages, c'est intéressant parce qu'elle a été menée au mois de décembre, avant que la France ne perde la finale, malheureusement. Enfin bon, donc ça veut dire qu'elle a intégré tout le bon parcours de l'équipe de France. Et beaucoup disaient, bah, grâce à ça, ça va être formidable, la confiance revient, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au mois de décembre, l'indice INSEE de confiance des ménages, donc c'est un indice très sérieux, hein, c'est pas un sondage, c'est un vrai indice, encore une fois calculé par l'INSEE, eh bien la confiance des ménages est repartie à la baisse. Elle avait un petit peu augmenté en octobre-novembre, toujours très bas, elle est repartie à la baisse, ça veut dire qu'on reste toujours quasiment sur des planchers historiques. On est bien plus bas que pendant, par exemple, le Covid-19, c'est-à-dire à l'époque on croyait que c'était la fin du monde, l'indicateur de confiance encore plus bas aujourd'hui, et encore plus bas que pendant l'épisode des Gilets jaunes. Pour retrouver un niveau plus bas, quasiment le même d'ailleurs, il faut remonter aux attentats de 2013-2015, donc c'est pour dire qu'effectivement, les ménages aujourd'hui sont extrêmement inquiets. Donc c'est là où moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression, encore une fois, que le gouvernement ne prend pas conscience de cela, qu'on a un danger important et que beaucoup de ménages aujourd'hui sont malheureusement un petit peu, bien sûr, appauvris, mais surtout inquiétés par rapport à l'avenir. Vous voyez, je me souviens, au tout début du mouvement des Gilets jaunes, j'avais fait une émission sur BFM TV, et à la fin de l'émission, donc, il y avait des représentants du gouvernement de l'époque, donc toujours En Marche, à l'époque c'était En Marche, et je lui avais dit, écoutez, faites attention quand même, donc c'était hors caméra, hein, je lui avais dit, écoutez, faites attention, moi je pense que que ça peut déraper, que ça peut aller beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? D'ailleurs, c'était une dame, elle m'a répondu, écoutez, ne vous inquiétez pas, dans une semaine, c'est terminé. Vous voyez, ça c'était au tout début. Donc, faut pas sous-estimer ces mouvements-là. Vous voyez, donc j'espère évidemment qu'on n'en arrivera pas là, bien entendu. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'économie française, elle est sur le fil du rasoir. Si jamais on tombe dans une crise sociale ou sociétale, on s'en remettra pas facilement. Donc là, c'est un vrai danger quand même pour les mois à venir. Et donc, vous voyez, c'est vrai que normalement, tout devrait aller mieux à partir du printemps-été. Mais si on rentre dans une crise sociale et sociétale, et a fortiori derrière dans une crise politique, parce que ça pourrait également, on pourrait avoir un gouvernement qui est démissionné, etc. Bon bref, alors là, donc faire extrêmement attention, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a tellement d'incertitudes que malheureusement, encore une fois, ça fait 25 ans que je fais ce métier de prévision, donc tous les ans je fais le bilan de mes prévisions. D'ailleurs, l'année dernière j'ai eu un très bon bilan parce qu'on a eu quasiment raison quasiment sur tout, donc sauf sur le chômage, que le chômage a continué de baisser, artificiellement bien sûr, mais à part ça, c'est vrai qu'on a eu la hausse de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la bourse, bon maintenant ça remonte un petit peu, l'activité économique en France, bref, je ne trouve pas le détail, mais c'est vrai que c'est important de faire des prévisions, mais aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes que c'est quand même extrêmement compliqué. Donc c'est vrai qu'on espère que ça ira mieux au second semestre, normalement ça sera le cas, mais c'est pas complètement assuré, donc prudence. D'accord. Et parce que j'ai regardé hein, la vidéo sur laquelle vous faites des prévisions, je vais la mettre de toute manière quelque part dans la mienne pour que les gens puissent aller la voir. Mais effectivement, en l'écoutant, je trouvais que vous étiez quand même assez optimiste, entre guillemets. Et parce que, en fait, il y avait pas mal de risques bon, il y a ceux que vous avez évoqués. Il y a un risque de stagflation, moi, qui me semblait possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et le risque, donc la stagflation, pour répéter à tout le monde, c'est il n'y a plus de croissance, on est à zéro croissance. Par contre, l'inflation continue à monter. Donc les Keynésiens
ne pensait pas que ça pouvait arriver, et puis c'est arrivé. D'ailleurs, c'est pour ça que le keynésianisme a un petit peu sombré, a perdu beaucoup de son aura dans les années 70, parce qu'il y a eu les premières stagflations, notamment en Angleterre. Et donc, Sauf en France, il n'y a qu'en France où ça continue de marcher. D'ailleurs, ce qu'il faut bien savoir, bon, on en fait un peu de théorie, mais sur le keynésianisme, si vous voulez, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on a l'impression que Keynes, en fait, c'est un dépensier. Il veut uniquement augmenter les dépenses publiques. Vous voyez, c'est un interventionniste, voire entre guillemets un socialiste. Et en fait, pas du tout. Quand on lit, moi, c'était mon premier métier de prof à la fac. Effectivement, et j'enseignais effectivement la théorie de Keynes. Et quand on lit Keynes, c'était un libéral, Keynes. Mais simplement, il disait que parfois, il y a des petits problèmes de marché, donc il faut que l'État intervienne. Donc, que l'État intervienne, c'est tout à fait logique quand il n'y a pas de croissance, par exemple. Donc, il faut faire un déficit. Mais après, nous, en France, on s'est arrêté là. On a oublié la suite du livre de Keynes, de la théorie de Keynes. C'est qu'après, il dit qu'une fois que ça va mieux, une fois qu'il y a un peu de croissance qui revient, là, l'État doit arrêter d'augmenter ses dépenses. Il doit retrouver un équilibre budgétaire, ce qui lui permettra de relancer la machine lors de la prochaine crise. Oui, donc ça veut dire que de temps en temps, il faut faire des excédents publics, ou alors des équilibres à la rigueur budgétaire. Sauf que nous, en France, le dernier excédent public remonte à 1974. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, depuis 1974, en France, il n'y a que des déficits publics. Ça, c'est inacceptable. Donc, on peut se le permettre. Parce que justement, nous, entre guillemets, nous sommes la France, puis maintenant il y a effectivement la BCE qui a acheté notre dette publique, la planche à billets, etc. Mais ça, normalement, c'est insoutenable. Vous voyez? Et donc, c'est là où c'est très dangereux. C'est qu'on vit ce jeu dangereux, et donc vous l'avez dit, Keynes, ce qu'il avait oublié, c'était que des fois, effectivement, il y a des phases où il y a à la fois une récession et puis de l'inflation élevée, ce qui normalement est antinomique. Quand on a une inflation élevée, ça veut dire qu'il y a une croissance très forte. Là, c'est l'inverse, on a une inflation élevée alors qu'il n'y a pas de croissance. Pourquoi? Parce que cette inflation, elle vient pas de la demande intérieure, elle vient du monde, entre guillemets, de l'inflation qu'on appelle les éléments exogènes, de l'inflation donc mondiale, liée notamment au prix énergétique, et donc elle arrive aujourd'hui en France alors qu'il n'y a pas de demande. Et donc, ce qui est dramatique, c'est que comme les banques centrales, justement, notamment la BCE, a quand même fait un déni des réalités dramatiques, jusqu'à il y a encore quelques mois, elle disait il n'y a pas d'inflation, c'est pas vrai, l'inflation n'existe pas. Alors qu'on est monté quand même à 11% d'inflation dans la zone euro. Je rappelle que l'objectif d'inflation de la BCE, c'est 2%. On est monté à 11%. Et donc, évidemment, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente les taux d'intérêt alors qu'il y a une récession. Donc, elle aggrave la récession. Tout ça parce qu'elle n'a pas réagi suffisamment tôt. Donc, c'est vrai que, oui, il y a ce risque, effectivement, de stagflation qui est en train de s'installer aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui est dangereux et qui peut nous coûter cher, parce que la stagflation, encore une fois, si on monte le taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ça casse l'activité économique. Vous voyez, et si on ne fait rien, l'inflation continue d'augmenter. Donc, c'est ça aujourd'hui qui est très dangereux. Donc, c'est pour ça que j'évoquais, moi, normalement, le pétrole devrait baisser, on devrait être à 60 $, 70 $. Finalement, on est encore à 82, 83 $ le baril. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours des tensions ici ou là. On parlait de la Chine. La Chine, évidemment, s'il y a des pénuries qui continuent avec la Chine, s'il y a des pénuries, ça fera de l'inflation également. Oui, donc, tout à l'heure, d'ailleurs, par rapport à ce que vous évoquiez, que vous m'avez trouvé optimiste un petit peu, j'ai beaucoup de remarques justement sur ça. Toi, j'ai fait une vidéo la semaine suivante sur les risques qui pèsent justement sur ce scénario, et bien sûr qu'il y a énormément de risques. Que l'inflation perdure, que la récession soit plus forte, qu'on ait des problèmes sociétaux en France, que la Chine génère encore des pénuries au niveau mondial. On s'en parlait des risques de guerre entre la Chine et Taïwan, ou entre la Russie et l'OTAN. Enfin bref, oui, il y a quand même beaucoup de risques qui pèsent sur tout ce scénario. Alors bon, on va pas sombrer, il faut garder l'espoir, bien entendu. Mais c'est vrai que quand même beaucoup de dangers. Donc c'est pourquoi il faut rester prudent, même si on espère tous qu'on va quand même s'en sortir. C'est ça le plus grand, le plus important, finalement. Personne n'a intérêt à ce que ça s'effondre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des risques qui sont élevés. Et puis c'est vrai que moi, le deuxième risque que j'avais identifié, notamment lié à l'inflation, c'est que on va avoir des États, donc vous l'avez dit, la dette d'État va augmenter, et le coût de la dette d'État va augmenter, parce que les marchés vont prêter de plus en plus cher aux États. Et ma grande peur, c'est que le réflexe des banques centrales, ça va se dire, c'est reparti, on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas avoir la Grèce, on ne peut pas avoir l'Italie, évidemment, on ne peut pas avoir la France qui s'écroule. Donc, c'est reparti, la planche à billets, on repart avec un coup de quoi qu'il en coûte, et du coup, l'inflation, au lieu de baisser au deuxième semestre, repart
Alors c'est vrai que ça c'est une... Alors je dirais il y a deux dangers. Il y a ce danger-là effectivement. Moi je vois un encore plus grand. C'est que effectivement ça génère une explosion de la zone euro. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui ce que vous dites là, nous on est d'accord. Nous quand je dis nous, c'est-à-dire les dirigeants français, les dirigeants italiens, les dirigeants grecs, eux ils veulent qu'on remette la planche à billets. Par contre, les dirigeants allemands, les dirigeants hollandais, ils veulent pas. Vous voyez, donc ils se sont fait avoir, entre guillemets, pendant la pandémie, parce que bon, on croyait que c'était la fin du monde. Donc bon, ils se sont dit, on n'a pas trop le choix. Mais là, je suis pas sûr qu'ils se feront avoir une deuxième fois. Et puis, il n'y a plus Angela Merkel. Et quand on lit aujourd'hui la presse allemande, quand on écoute les dirigeants allemands, Olaf Scholz, etc., qui sont quand même très virulents à notre égard. Quand je dis à notre égard, c'est-à-dire à l'égard des Français. Donc, c'est vrai qu'on pense souvent, on se dit, bon, est-ce qu'il y a un risque de Frexit, de Grexit ou d'Italxit? Non. Moi, je dis, le danger aujourd'hui, c'est que c'est l'Allemagne. C'est si l'Allemagne tape du poing sur la table et dit, écoutez, maintenant, non. Enfin, elle dira nein, plus précisément. Elle dira, maintenant, on arrête. Et donc, ça veut dire, c'est encore plus grave à l'ailleurs que d'avoir une planche à billets, parce que bon, la planche à billets, ok, bon, ça va marcher, puis vous avez raison, ça va faire un peu d'inflation. Non, parce que là, effectivement, si on a un risque sur la stabilité, sur la pérennité de la zone euro, et les taux d'intérêt de la dette publique, c'est pas à 3% qu'ils vont, ils vont à 10%. Vous voyez? Donc là, évidemment, le système s'effondre. Donc pour moi, le grand risque, d'ailleurs, je l'écris dans mon dernier livre, dans Reset 2, et à la fin, je fais un scénario alternatif où je dis, voilà, là on peut s'en sortir, là on s'en sort moins bien, c'est justement le moment où, effectivement, on dit stop. Et quand on écoute les Allemands, là aussi, je me dis, le danger est là. Et comme la France, aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, elle veut réformer l'Europe de l'énergie, parce que c'est vrai que ça nous a quand même coûté très cher, cette indexation des prix de l'électricité par rapport au gaz, alors que c'était un choix allemand à la base, et une erreur allemande d'arrêter le nucléaire. Donc nous aussi, on l'a presque faite, cette erreur, mais bon, on a limité par deux. Bon, ok, non, ça revient un petit peu, mais je veux dire que là, les Français, ils veulent taper du poing sur la table, mais si les Allemands tapent encore plus fort en disant, écoutez, puisque c'est comme ça, on arrête tout, alors, c'est vrai que c'est un risque énorme, c'est-à-dire c'est un scénario catastrophe, où qui prendra la responsabilité de cela? Vous voyez? Donc c'est pourquoi je suis pas sûr qu'on laissera faire, encore une fois, la planche à billets au niveau de la Banque centrale européenne. C'est sûr que Mme Lagarde, elle le fera peut-être, entre guillemets, mais je suis pas sûr que les Allemands, ils laisseront faire. Vous voyez? Donc ça, il faut faire attention à cela, et je pense que ce risque d'une implosion de la zone euro, ou du moins d'une crise politique au sein de la zone euro, est encore plus fort que de reprendre la planche à billets au second semestre. Donc ça veut dire qu'effectivement, là, ce ne sera pas l'inflation, ce sera les taux d'intérêt des obligations d'État. Je reviens sur mon risque essentiel que j'évoquais tout à l'heure, qui augmenteront fortement. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qu'oublient souvent les gens qui parlent de Frexit. J'en ai reçu sur la chaîne, j'en ai beaucoup qui me regardent, mais au moment où on part de la zone, on garde, nous, une dette de 3 000 milliards et on va avoir des taux d'intérêt pour l'État, mais qui vont être mais absolument gigantesques. Ah oui, non mais, vous savez, il y a un exemple très clair, parce que la dernière fois qu'on a connu ça, c'est un pays qui a failli quitter la zone euro, c'était avec la Grèce. Et donc les taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque sont montés donc en 2011 à 35%. Et quand Tsipras est arrivé en Grèce en 2015 en disant je vais tout casser, on va quitter la zone euro, etc., le taux d'intérêt à 10 ans est monté à 20%. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la BCE a dit écoutez, c'était Mario Draghi à l'époque, il dit bon allez, on fait la planche à billets, mais par contre Tsipras, vous vous calmez. Et il est rentré dans le rang. Vous voyez, donc ça, il faut bien être conscient. Moi, je comprends ceux qui disent on va quitter la zone euro, très bien. À ce moment-là, il faut assumer. Parce que derrière, les taux d'intérêt vont exploser. Vous voyez, et alors, ceux qui croient qu'on va pouvoir comme ça annuler la dette publique, ok, je veux bien, mais à ce moment-là, qui va nous prêter de l'argent? Parce que c'est ça le problème, c'est pas la dette du passé, c'est la dette à venir. Vous voyez, et là, regardez, cette année, par exemple, en 2023, l'agence France Trésor a annoncé qu'elle allait émettre 270 milliards d'euros de dette publique, de bons du Trésor français. C'est du jamais vu, bien entendu, mais avant, jusqu'à il y a quelques mois, le taux d'intérêt était à zéro. Maintenant, là, on va les payer au prix fort, c'est 270 milliards. Vous voyez, donc, là aussi, n'oublions pas, qui va payer ça? C'est nous. C'est-à-dire, c'est les contribuables. À la fin, c'est toujours le contribuable qui paye. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et surtout si la BCE ne peut pas financer. Donc moi, vous voyez, je pense que la BCE ne pourra pas se permettre de refaire une planche à billets. Parce que là, évidemment, je ne crois pas que les Allemands laisseront faire.
Bon, sauf si c'est la fin du monde, bon là, évidemment, ça c'est un autre cas, mais là on sera plus là pour en parler. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que dans un cas normal, alors là, ça peut vraiment faire exploser la zone euro, et les coûts ensuite, évidemment, sur les taux d'intérêt. Parce que, encore une fois, là on parle de la dette publique, mais les taux d'intérêt qui flambent, c'est aussi mauvais pour nous, pour les entreprises, pour les ménages, parce que si les taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût des crédits flambe, et là, évidemment, c'est une récession dramatique. Oui. Donc, vous voyez, tout ce qui m'amuse, non, ça m'amuse pas, mais ce qui m'interpelle, c'est de voir en fait comment les marchés boursiers ignorent tout ça. Alors là, tout va bien dans le meilleur des mondes, ils disent bon, c'est bon, les banques centrales vont arrêter de monter leur taux d'intérêt, l'inflation baisse un peu, oh, c'est génial, tout va bien. Puis ils foncent tête baissée, bon, tant mieux, bon, mais attention, c'est très spéculatif. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés boursiers, ce qu'on appelle des marchés de trading, vous avez beaucoup d'investisseurs donc sur le très court terme, donc ils font des allers-retours, donc ça peut monter très haut, ça peut rebaisser très vite et très bas surtout. Donc restez très prudent. Oui, et donc, alors justement, on va rentrer un peu sur l'épargne du français moyen. Donc la bourse, on voit, le début d'année est mirobolant, c'est excellent. Je crois qu'on est à plus 6 ou plus 7 sur le CAC 40 depuis le début de l'année. L'année 2022 a été très mauvaise, hein, donc on récupère un peu du retard pris, mais bon, ça démarre bien. Et effectivement, on a des marchés mais depuis plusieurs mois déjà, hein, qui commencent à se dire finalement, la récession, on va la passer sans trop de difficultés et c'est reparti parce que les banques centrales vont être cool. Du coup, vous pensez, qu'on va avoir une bourse qui va continuer comme ça ou on est vraiment sur un secteur très spéculatif et en ce moment, il faut... Écoutez, moi j'ai envie de dire, ceux qui ont eu la bonne idée d'acheter effectivement en fin d'année ou en début d'année qui ont pris 7%, franchement c'est pas mal. Donc prenez vos bénéfices, parce que c'est mieux que rien, si vous voulez, c'est déjà pas mal, si vous voulez, encore une fois, parce que même si on a une inflation à 5% en moyenne annuelle, bon, on est dans le vert en taux d'intérêt réel, entre guillemets, en rendement réel, plus les dividendes qui vont certainement arriver. Bon, moi je dis deux choses très simples. C'est-à-dire que comment sont formés les cours boursiers? Sans faire de la grande théorie, c'est très simple. C'est les dividendes à venir actualisés, ça veut dire divisé par le taux d'intérêt, pour faire simple. Donc, les dividendes à venir, ça dépend de quoi? De l'activité économique, de la croissance économique. Donc, si la croissance baisse, il y aura moins de dividendes. Donc, ça veut dire le numérateur, il baisse. Et par contre, les taux d'intérêt, comme on vient d'évoquer, donc au dénominateur, s'ils continuent d'augmenter, ça va faire baisser le ratio. C'est-à-dire que, normalement, les éléments objectifs pour les marchés boursiers de demain, c'est une baisse. Moins de dividendes et plus de taux d'intérêt. Alors, c'est vrai que les marchés aujourd'hui, ils surpondèrent en se disant, ça y est, c'est bon, la Réserve fédérale américaine, la BCE, ils vont encore monter taux d'intérêt de 50 points de base, après ils vont s'arrêter. Ok, certes, mais si les taux longs continuent d'augmenter, parce que justement, il y a tous ces dangers qui sont là. Et à l'arrière, donc là aussi, ça peut être dangereux, parce que si l'inflation redémarre ensuite, pareil, taux d'intérêt vont devoir réaugmenter. Donc, vous voyez, donc c'est là où je me dis aujourd'hui, on a eu comme très souvent d'ailleurs, on a très souvent un rallye de début d'année, où on se dit, allez, c'est le début d'année, surtout quand il y a eu une baisse l'année d'avant, parce que quand même c'est ce qui s'est produit, hein, par rapport au plus haut de janvier 2022, quand on regarde, donc c'était le 5 janvier 2022, par rapport donc au 31 janvier, on a fait une baisse sur le CAC 40 de 12% quand même, hein, moins 20% sur le Standard & Poor's 500. Donc évidemment, vu cette baisse, mécaniquement, en début d'année, il y a un effet de rattrapage, si vous voulez. Et là, aujourd'hui, on se dit, moi, je pense qu'il y aura beaucoup de fonds d'investissement qui vont se dire, on prend ces 7%, s'ils ont eu la bonne idée d'investir, hein, on prend ces 7%, on les consolide, et puis après, on va naviguer à vue, on va faire attention, on va être extrêmement prudent. Donc voilà, donc c'est sûr que est-ce que les marchés boursiers vont continuer d'augmenter alors qu'on a quand même un risque de récession qui dure, que l'inflation peut rester élevée, et puis surtout n'oublions pas la bulle du numérique. Moi je pense que aujourd'hui ce qu'on oublie c'est la bulle du numérique, on se dit ça y est, elle s'est dégonflée, tout va bien. Ok, sauf qu'on voit quand même beaucoup d'entreprises du numérique qui sont borderline. Et moi ça c'est dans un de mes grands risques également de 2023, donc où ça casserait un peu le scénario optimiste entre guillemets, c'est qu'on ait une faillite d'une grande entreprise du numérique. Oui. Et là c'est vrai que quand on voit comme Meta par exemple, et quand on voit toutes ces entreprises du numérique qui licencient à tour de bras, oui, je me dis, c'est quand même pas normal. Si elles licencient à tour de bras, alors c'est vrai que aux États-Unis c'est facile, parce que il n'y a pas le marché du travail français, il n'y a pas le droit du travail français, mais quand même, c'est qu'il y a quelque chose il y a anguille sous roche.
C'est-à-dire que si on licencie autant, c'est qu'il y a quand même un vrai problème d'activité dans ces entreprises. Donc, encore une fois, hein, moi justement, l'autre jour j'étais un petit peu surpris parce que j'ai vu des dirigeants, je ne peux pas dire le nom parce que bon, d'une grande entreprise, d'une grande GAFAM, voilà, donc on voit c'est une des 5, hein, ou même une des 4, on dit une des GAFA, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Et je leur ai demandé justement combien ils avaient de salariés en France ou dans le monde. Ils m'ont dit ça, on n'a pas le droit de vous le dire. Ça m'a paru bizarre. Ah ouais, ah ouais, ouais, ben oui, ben oui, donc oui, c'est-à-dire, encore une fois, il y a quand même beaucoup d'opacité quand même dans ces entreprises. Alors je parle même pas des petites entreprises, vous voyez, on a Zoom qui a fait quand même moins 85%, etc. Bon, c'est bien tout ça, mais je pense qu'on ne sait pas tout. Vous voyez. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit, bon, si le taux d'intérêt baisse, ça va aller mieux. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de risques qui sont là. Et donc là s'il y a une entreprise, peut-être pas une des GAFAM forcément, mais une des entreprises du numérique qui fait faillite, je vous rappelle que à l'époque, vous étiez très jeune, j'imagine, enfin, à l'époque de la bulle Internet. Je sais pas, ceux qui nous écoutent peut-être. Hein, voilà, la bulle Internet, c'est en 2000. Moi, j'étais là déjà, mais bon. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui a fait exploser la bulle Internet, au-delà de l'augmentation des taux d'intérêt, c'était la faillite de WorldCom, qui était une entreprise justement des NTIC à l'époque, hein, de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, qui paraissait intouchable. Et hop, tout le lendemain, elle a fait faillite. Et c'est ce qui a fait exploser la bulle. C'est-à-dire, on s'est dit, là, et après, le problème, c'est qu'après, comme on dit, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, évidemment, on fait plus de distinguo. Il y a des belles entreprises ensuite qui ont été massacrées. Bon, après, elles ont remonté, etc. Donc, faire attention à ça. Je rappellerai un chiffre très simple. Hein. C'est que pendant la bulle Internet, donc dans les années 90-2000, fin 90, début 2000, elle a augmenté, le Nasdaq a augmenté de plus de 1000%. Et après, ça a fait moins 78%. Là, le Nasdaq, il a fait, pendant la bulle du numérique, plus 1100%. Et là, pour l'instant, au plus dur, parce que là, ça va un peu mieux, mais en 2022, au plus dur de la baisse, on était à moins 37%. Donc, beaucoup me disent, on a fait moins 37, ça y est, le plus dur est passé. Non, parce qu'à l'époque de la bulle Internet, on a fait moins 78, au plus dur du dégonflement de la bulle. Donc, je ne dis pas qu'on va arriver à moins 78, mais on peut arriver à moins 50, par exemple. Vous voyez, donc, c'est pas parce que ça c'est bon, évidemment on apprend, comme on dit, on paye pour apprendre, mais c'est vrai que des fois on se dit bon ça fait moins 20 ou moins 15, bon, c'est bon, alors ça va redémarrer. Pas forcément. Donc là c'est ce qui se passe pour l'instant. Pardon ? Il y a un risque aussi du côté de tous ceux tous les gérants de fonds qui ont investi dans les cryptos et qui vont avoir des grosses difficultés, qui vont peut-être devoir vendre des entreprises normales, des actions normales pour pouvoir solder leur position sur les cryptos. Enfin, il y a vraiment, il y a vraiment des grosses incertitudes. Il y a des grosses incertitudes. C'est clair. Moi, je suis très prudent sur les cryptos parce que chaque fois que j'en parle, là, c'est devenu une religion, si vous voulez, les cryptos. Donc, tout le monde se déchaîne. Alors après, je vais pas dire oui, je vous l'avais dit, etc. Bon, ça c'est lourd de dire ça. Mais c'est vrai que, encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que globalement, quand on a un rendement aussi élevé, ça veut dire qu'il y a un risque très élevé. Et donc là, là aussi, ce qui m'épate quand même, enfin entre guillemets, d'ailleurs bon, c'est le type du produit qui veut ça. Il y a une opacité incroyable. Une opacité incroyable. Vous voyez, donc, d'ailleurs, je donnais une conférence pour une maison de gestion, quoi, de family office, etc., française, et c'est vrai qu'il y avait des gérants qui racontaient leur expérience des bitcoins, enfin des crypto-monnaies, on va dire, où il y a beaucoup de clients donc qui sont venus les voir, disent écoutez, moi je veux acheter des crypto-monnaies, donc sinon je m'en vais. Voilà, et donc ils ont dit quelque chose d'assez incroyable, ils disent voilà, en fait, nous, pourquoi on l'a pas fait ? Parce que on comprenait pas. C'est tout. Moi, je pense que c'est honnête. C'est-à-dire, quand effectivement... Alors après, évidemment, la technologie de la blockchain, ça c'est formidable, je ne remets pas ça en cause, bien entendu. Il y aura certainement des crypto-monnaies qui vont perdurer, qui seront encore là dans 10 ans ou plus. Mais pour combien qui ont disparu ? Ils sont parlé des faillites retentissantes, etc. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que le principe de la crypto, c'est de dire, ben non, mais justement, il n'y a pas de contrôle. Ok, mais quand même, il faut un minimum. Il faut un minimum de transparence, parce que c'est quand même, quand je vois des pères de famille, moi ça qui me rend fou, parce que je vois des pères de famille qui m'ont pas écouté, qui ont voulu tout mettre quand on était à 67 000 $ le bitcoin, qui maintenant, je veux dire, c'est leur épargne qu'ils ont accumulée pendant toute leur vie, vous comprenez, et qui maintenant se retrouvent avec pas grand chose. Voilà, donc il faut rester prudent, et ça aussi, ça remet encore une fois la mairie au milieu du village, comme on dit. Ça nous permet justement de dire, attendez, là aujourd'hui on a justement une situation où comment on crée de la richesse avec le travail.
Parce que ça, on l'a oublié, hein. C'est vrai que c'est le problème de ce coronavirus. Moi, je peste encore contre cette période de coronavirus. On nous a enfermés, on nous a laissé croire qu'en fait, on pouvait l'argent tomber du ciel et que finalement, ben, ça servait à rien de travailler, quoi. Ben non, ben, le travail, c'est comme ça qu'on crée de la richesse, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est bien également de temps en temps de remettre les pendules à l'heure. Et alors, dernier point, mais qui intéresse beaucoup mes auditeurs à moi, c'est l'immobilier. Ah, J'ai sorti comme tout le quelques monde. vidéos d'immobilier qui ont fait des grandes réussites. Donc, où est-ce qu'on va? La dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez, vous, sur une baisse de 15% de l'immobilier, comme prévision. Mhm. Mhm. Est-ce que vous êtes resté sur la même idée? Est-ce que ça va être pire que ça? Enfin, Vous comment savez, va évoluer alors là, l'immobilier cette année? alors, en fait, c'est très clair, hein. Tout dépend des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que là, on n'en parle pas, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend des moyennes, c'est pareil, c'est comme l'inflation, c'est des moyennes, ça ne veut rien dire. On dit, ah bah tiens, les prix continuent d'augmenter. Oui, mais comme il y a peu de transactions, finalement, les prix augmentent, mais sur très peu de transactions. Par contre, on voit qu'il y a de plus en plus de biens, de personnes qui n'arrivent pas à vendre. Et d'autres qui, effectivement, n'arrivent pas à acheter non plus, parce que comme les taux d'intérêt ont augmenté, les banques font ce qu'on appelle du rationnement du crédit. Le rationnement du crédit, c'est pas du crédit crunch, c'est-à-dire c'est pas on arrête le crédit, non, on le maintient, mais on n'est plus regardant sur les conditions d'octroi des crédits. Donc quand les taux d'intérêt ont augmenté, ben, c'est pas compliqué. Il y a énormément je dirais de ménages qui peuvent plus s'endetter parce qu'ils dépassent le ratio d'endettement. Aujourd'hui, si vous regardez l'ensemble de l'endettement des ménages, chiffre de la Banque de France, hein, on est à plus de 102% d'encours d'endettement des ménages par rapport à leur revenu disponible. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est un encours de dette par rapport à un revenu, donc c'est normal que c'est plus élevé. Sauf que, il y a 15 ans en arrière, ce même ratio était de 55% en France. On est à 102. Il a quasiment doublé. Vous voyez, donc, les ménages ont pris beaucoup de risques. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient bas. Maintenant qu'ils augmentent, ben, ils peuvent plus. C'est même pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent plus. Et les banques, pareil, resserrent les conditions de crédit parce qu'elles ont ce qu'on appelle un coût du risque qui augmente. Et il se passe également quelque chose pour les banques cette année, c'est les fameux PGE, vous savez, les prêts garantis par l'État. Bon, certains pensaient que finalement, ben, fallait pas les rembourser. Moi, j'ai des questions des fois sur Internet, chefs d'entreprise, de PME ou de TPE qui me disent, je te dis, mais je comprends pas, il faut rembourser le PGE? Ben oui, bon, sauf si l'entreprise disparaît. Mais comme là, on a une augmentation des faillites, et beaucoup d'entreprises qui font faillite aujourd'hui ont pris le PGE. Voyez, donc derrière, l'État va payer, ça aussi on n'en parle pas sur la dette publique, c'est l'État qui va payer parce qu'il s'est engagé à payer 90% des PGE, n'oublions pas. Mais il reste quand même 10%. Donc qui va prendre la perte de 10%? Ben, c'est la banque. Voyez, donc là, les banques disent, oh là là, les coûts, le coût du risque, comme on l'appelle, augmente. Donc il faut être prudent. Voyez, donc l'octroi de crédit va être compliqué. Donc c'est très simple, hein. Pareil, l'immobilier, c'est l'offre et la demande. Donc j'ai une demande effectivement qui ne va pas augmenter, puisque je n'ai pas les moyens. Les ménages ne peuvent pas s'endetter à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et par contre, du côté de l'offre, j'ai un risque d'augmentation, parce qu'il y a beaucoup de ménages justement qui sont surendettés, qui pour X raisons vont avoir peut-être des problèmes de chômage, etc. Ils disent, bah, je peux pas garder l'appartement ou la maison, il faut que je vende. Ça fait des biens sur le marché. Après, il y a des éléments plus, on va dire, plus structurels. Par exemple, bon, c'est un peu glauque, hein, mais les décès, par exemple. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet du papy-boom. Ça veut dire tous les enfants nés lors de l'après-guerre, ben, malheureusement, aujourd'hui, ben, voilà, c'est le papy-boom, ils sont en fin de vie. Et donc, ben, quand ils décèdent, ben, ça fait des biens sur le marché, là aussi. Vous voyez, donc, jusqu'à il y a encore quelques années, il y avait 570 000 décès par an en France, en moyenne, hein, évidemment, hein, hors effet Corona. Hein. Là, on est à 650 000. Ça va commencer. Donc oui, ça augmente quand même fortement. Vous voyez, donc là, ça, on ne sait pas non plus comment ça va se traduire sur le marché, mais ça va faire des biens sur le marché. Donc là aussi, pareil. L'offre augmente, la demande baisse, ben, c'est pas compliqué. Donc il n'y a pas... là aussi, les prix vont baisser. Donc moi, c'est pourquoi je dis... Alors encore une fois, hein, pour moi, les meilleurs investissements sur le long terme, ça reste évidemment les marchés actions avec les dividendes, l'immobilier et un petit peu d'or, hein, ce que j'appelle la fameuse poire pour la soif. Il faut ces trois classes d'actifs dans son portefeuille sur du long terme, bien entendu. Mais à court terme, on n'est pas toujours gagnant. C'est-à-dire que des fois, effectivement, il y a des phases de respiration. Donc je maintiens ma phase de baisse de 15%. Ça pourrait être pire, mais enfin, encore une fois, 15%, ça veut simplement dire qu'on revient vers un niveau mieux connecté entre les prix des logements et les revenus des ménages. Voilà, parce qu'il y a toujours un petit écart, mais on retrouve un niveau plus logique, plus normal. Vous voyez, donc voilà, mais ça pourrait être pire, parce que évidemment, quand les bulles se dégonflent, ben, c'est pas un calcul d'économiste, hein, ça se maîtrise pas les bulles, hein, autant à la hausse qu'à la baisse.
Donc ça pourrait être un peu plus dommageable, et tout va dépendre des taux d'intérêt, parce que si les taux d'intérêt, effectivement, alors là, ils montent à 4-5%, alors là, j'imagine même pas. Ça, c'est mon scénario, si on reste à 3, 3,5, vous voyez, et si on monte à 5, sur le taux de 10 ans de la dette publique française, donc c'est le taux des crédits des ménages qui peuvent monter à 6, 7, c'est ingérable. Alors là, ça peut aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant de voir, alors bien sûr, parce qu'il y a des villes, par exemple, où les prix continuent d'augmenter, parce que il y a une sorte de déport, beaucoup d'investisseurs qui avaient acheté dans les grandes villes, les petites villes ou les villes moyennes ou en province, etc., où il est fait un mieux vivre, entre guillemets, que dans les grandes villes ou qu'à Paris, celle-là, elle monte, parce qu'on se dit, tiens, pourquoi pas acheter? Oui, mais même là, les prix ont flambé, mais alors là, dans ces villes-là, les écarts entre les prix et les revenus des ménages, c'est des niveaux complètement fous. Donc, ok, c'est peut-être des Parisiens ou ce que vous voulez qui viennent acheter, mais ça va pas durer éternellement. Vous comprenez? Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les prix dans les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, ça commence à bien baisser. Bien baisser. Alors on vous le dit pas trop, mais enfin, même les professionnels de l'immobilier vous le disent. Le prix du mètre carré à Paris qui était à quasiment 11 000 euros du mètre carré, intramuros en moyenne, bien entendu, à l'été 2021, là on vous dit qu'il est autour des 10 000. J'ai même vu 9 700. Vous voyez, bon. Donc, là on les a déjà les 10%. Vous voyez, de baisse. Alors là on se dit non, ça baisse de 1 ou 2%, c'est pas grand chose. Mais enfin, attention, ça commence aussi à s'ajuster à la baisse. Donc moi je pense que la baisse a déjà commencé et que après évidemment il y aura des belles affaires à réaliser à partir de la ou de la fin 2023, va-t-on dire. Donc il faut être patient. Mais c'est sûr que sur le long terme ça repartira normalement à la hausse. Donc il n'y aura pas de trop d'inquiétude à avoir. Mais moi encore une fois la baisse de l'immobilier ne m'inquiète pas puisque le marché a été trop loin. Il a simplement besoin de respiration. Beaucoup de ménages pourront ensuite peut-être revenir à l'achat parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas les moyens de le faire vu le niveau des prix, vu le niveau des taux d'intérêt. Donc ça permettra ensuite de réinvestir sur le long terme, justement sur l'immobilier. Mais là, pour 2023 et voire début 2024, ça s'annonce quand même un petit peu compliqué sur l'immobilier. Donc je pense qu'il faut faire le dos rond pendant cette période-là et que les prix baisseront. Donc je maintiens ma prévision. Alors, vous savez, certains, franchement, j'ai fait un graphique, peut-être que vous l'avez vu, sur l'immobilier, parce que on me dit, mais attendez, je me souviens de vous, en 2007, vous aviez dit que les prix allaient baisser de 10%. Ben oui, en 2008. Ben oui, mais c'est ce qui s'est passé. Les prix ont baissé de 10%. Après, effectivement, ils ont remonté. Et après, on a dit, oui, mais vous avez dit aussi ça je crois, en 2012. Ben oui, mais après, les prix ont baissé également de 7% à peu près. Puis après, ils ont redémarré à partir de 2015. Et là on ne peut plus les arrêter depuis 2015. Parce qu'effectivement, entre les planches à billets, le Corona, enfin, tout cet argent distribué comme ça, cet argent magique, évidemment, ça a alimenté la bulle immobilière, quoi. Mais bon, toutes les bonnes choses ont du vin, donc heureusement ou malheureusement. Mais c'est vrai qu'il faut régulièrement remettre les pendules à l'heure. Donc moi, ça ne m'inquiète pas. Je pense même que cette baisse des prix sera salutaire pour assainir le marché immobilier. Simplement, voilà, les crises, il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste savoir qu'elles peuvent arriver et être prévenu et réagir en conséquence. Eh bien, Marc Toiti, merci beaucoup. Donc, on a compris qu'on va avoir un premier semestre difficile et puis qu'après, sauf éléments extérieurs très embêtants, mais enfin, avec les éléments qu'on a aujourd'hui, le deuxième semestre, on devrait déjà être sur une remontée et une année 2014 correcte. Donc voilà, ça c'est très bien. Merci. Si tout va bien, merci. Mais vous savez pourquoi on a créé les économistes, je dis souvent, on a créé les économistes pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. Oui, donc il faut faire attention quand même. C'est la petite touche d'humour, mais c'est vrai que faut être prudent, il y a tellement d'incertitudes, mais enfin, voilà. En tout cas, il faut garder l'espoir, c'est le plus important. Très bien. Et bravo à tout ce que vous faites, à continuer comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et puis, je mets des liens vers les vidéos dont on a parlé avec Marc Toiti et vers sa chaîne. Merci et bonne journée à tous.